La nuit a été longue à Istanbul et Ankara en Turquie. Un coup d'État manqué qui a fait au moins 90 morts et des milliers de blessés. Aux heures chaudes, un geste simple de Recep Tayyip Erdogan fait pencher la balance. Un coup de fil à la rédaction de CNN Turquie via l'application FaceTime qui permet de se filmer lors d'une conversation. Une technique qui permet à la population turque de se rendre compte que le président est vivant et en capacité d'exercer le pouvoir. Grâce à cet appel à la chaîne de télévision, Tayyip Erdogan réussit à faire descendre des milliers de ses partisans dans les rues d'Ankara et d'Istanbul, centre névralgique du putsch raté. Il leur demande de résister. Des milliers de Turcs répondent et envahissent les rues, s'opposant ainsi en rempart face aux putschistes. Ils refusent un régime militaire. Quelques heures plus tard, Erdogan atterrit en triomphateur à l'aéroport international d'Istanbul. Le président accuse les partisans de son adversaire exilé aux États-Unis, Fethullah Gülen, d'être derrière ces tentatives de putsch qualifiées de trahison. Une accusation que ce dernier dément fermement. Pour l'heure, près de 1500 militaires ont été arrêtés et selon le Premier ministre turc, un général ayant fomenté le putsch tué, avec lui près de 104 putschistes. La cité Koprim Zénith 2 à Yopougon, quartier Nyangon. De belles maisons, des rues bien dressées, mais un fait semble troubler la quiétude des riverains, ce trou béant. Depuis l'année passée, les premières pluies ont fait ce dégât que vous voyez. La terre tombe, tu es chez toi, tu dors, tu attends la terre tombe comme boum. Au départ, une simple ouverture, le fossé s'est agrandi à chaque saison de pluie et s'est rapproché dangereusement des habitations. Désormais, on craint toujours le pire. La maison de Dame Brigitte en a fait les frais. Une partie abritant la cuisine est tombée dans le ravin. J'ai fait des courses un peu partout, à la mairie, pour demander au secours pour venir m'aider. Et je suis allée partout. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire. La dernière fois où il y a eu la pluie de 3 jours, entre 11h et midi, je vois ma maison qui s'effondre. Le voisinage de Dame Brigitte vit aussi dans la peur. Tout a été dégradé en un seul jour de pluie. Ma voisine qui a sa maison qui est tombée, sa cuisine, disons, avec tous les ustensiles de sa cuisine qui sont tombés. Nous sommes ses voisins directs. L'eau a déjà creusé, donc on suppose qu'à la prochaine pluie aussi, nous serons encore victimes d'une catastrophe. Chez les résidents à proximité de ce gouffre, c'est le désarroi. Le danger est permanent. Tous appellent à l'aide. Dans nos maisons, là, il y a une partie de la maison qu'on a totalement abandonnée. Parce qu'on a peur. On a peur parce que la nuit, quand il pleut, franchement, on ne peut pas rester dans les maisons. Ces tôles-là, nous les avons déposées de telle sorte que s'il pleut, pour que l'eau qui tombe là, tombe sur ces tôles pour aller directement dans le gros trou. Parce que quand ça va tomber sur le sol, ça va s'infiltrer, ça va encore creuser, mouiller le sol et il va y avoir beaucoup d'éboulements. Donc pour éviter ça, on a essayé de nous-mêmes trouver cette méthode-là, mettre les tôles pour que l'eau tombe dessus, pour éviter de creuser encore le sol. Vraiment, nous supplions les autorités de nous venir en aide. Franchement, nous demandons à ce que les gens viennent voir même ce que nous vivons. Parce que franchement, nous ne vivons pas dans un quartier qui est un peu façon. Ce n'est pas un quartier précaire. La situation des habitants de la cité Koprim Zénith 2 n'est pas méconnue des autorités de la commune. Ce canal s'agrandit d'année en année. Pourquoi? D'abord, il est en terre, il n'est pas traité, les berges ne sont pas traitées. Les quantités d'eau de ruissellement augmentent d'année en année parce que on construit. C'est-à-dire les surfaces de ruissellement, les surfaces d'infiltration deviennent de plus en plus petites. Et donc le rejet des quantités d'eau devient énorme. Vous allez avoir de grosses quantités d'eau qui vont passer dans ce trou. Voici pourquoi le trou continue de s'agrandir. Tout le monde est informé de ce qu'il y a nécessité de construire ce canal qui traverse pratiquement tout Yopougon jusqu'à vers Lokwa. Des études sont en cours. On est en train de valider l'avant-projet détaillé pour la construction de ce canal. En attendant qu'une solution définitive soit trouvée, le trou est pour le moment l'endroit idéal pour certains de réaliser de bonnes affaires. L'albinisme, maladie provoquée par un défaut de production de la mélanine, pigment responsable de la couleur de la peau, des yeux et des cheveux. La Côte d'Ivoire compte environ 7000 personnes vivant avec l'albinisme selon le dernier recensement de la population de 2014.
Ces albinos, souvent marginalisés, rencontrent des problèmes de dermatologie. Pour permettre aux personnes vivant avec l'albinisme de s'approprier des mesures de protection contre les agressions solaires, l'Association pour le bien-être des albinos de Bouaké, ABEAB, a initié une conférence sur le thème « Les problèmes dermatologiques des personnes albinos, quels moyens de protection ?» Nous avons choisi ce thème parce qu'on se rend compte que plein de nos sœurs, de nos frères et sœurs ont des problèmes liés à la peau. Et avec le réchauffement climatique, le problème devient de plus en plus difficile. Dès le petit âge, il faut interdire à l'albinos de se mettre sous le soleil. Et lorsqu'il veut sortir obligatoirement, il faut qu'il s'habille de façon adaptée. L'albinos doit toujours être en manches longues. L'albinos doit être en pantalon. L'albinos doit être en chapeau. Et l'albinos doit protéger sa nuque avec le col de sa chemise. En plus de ces mesures, l'albinos doit utiliser des crèmes qu'on appelle des crèmes anti-solaires. Gratuité des consultations dermatologiques, obtention des crèmes solaires, besoin de verres protecteurs et intégration socio-professionnelle sont autant de préoccupations de cette association en vue de l'épanouissement de ses membres. Des requêtes bien perçues par les autorités locales qui ont promis de leur apporter un appui. L'Association pour le bien-être des albinos de Bouaké est née en 2012 et compte une soixantaine de membres. 364 personnes sont atteintes de l'albinisme dans la région de Bouaké. Pour réglementer le secteur de l'artisanat, l'État de Côte d'Ivoire a adopté le Code communautaire de l'artisanat de l'espace UEMOA. Ce code communautaire, en vigueur depuis 2014, renseigne l'artisan sur ses droits et devoirs et lui donne la possibilité d'étendre ses activités dans l'espace UEMOA. Malgré ses nombreux avantages, ce code reste méconnu des artisans. Je n'ai jamais entendu parler du code du règlement de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Nous voulons avoir plus d'informations sur le code de l'artisanat. Face à cette situation, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Artisanat et de la promotion des PME décide de former les responsables d'organisations professionnelles et de chambres de métiers, ce en collaboration avec des experts de l'UEMOA. Il y a un code qui existe, il y a des dispositions qui sont prises à l'encontre pour leur permettre d'avoir un environnement dans lequel ils doivent exercer leur métier. Et donc c'est pour cela que nous avons appelé l'ensemble des artisans, les fêtiers, pour pouvoir les sensibiliser au code, les informer et pour qu'ils puissent s'approprier ce code-là. Vous avez, à partir de ce code, tous les artisans savent comment il faut s'organiser, comment on peut mettre en place un vaste programme dans le domaine du secteur de l'artisanat pour qu'ils puissent bénéficier de certains projets. Suffisamment informés sur le contenu, les participants à cette formation se disent prêts à relayer l'information dans leurs bases respectives. Le code dit aujourd'hui que non seulement l'artisan doit se faire identifier, se faire connaître par la chambre de métier et de son ministère. Donc je pense qu'en expliquant le code brièvement vis-à-vis de nous les artisans, je pense qu'on comprend mieux. Avec ce code, nous pouvons négocier, avoir des marchés publics au niveau aussi des impôts. Nous devons savoir que l'artisan est assujetti à l'impôt, mais seulement peut-être les taxes de l'artisan sont peut-être un peu réduites en fonction de la taille de son activité. La mise en œuvre de ce code permettra aux artisans de développer davantage leurs activités pour conquérir le marché régional, voire international. 14 juillet. Fête nationale de la France, jour marqué par des festivités. Hélas, cette date du 14 juillet restera gravée dans la mémoire du peuple français comme une journée noire. Un acte terroriste a une fois encore entaché le drapeau bleu-blanc-rouge, immédiatement rabaissé à mi-hauteur sur son mât. Le sang a encore coulé, cette fois-ci à Nice, faisant au moins 84 morts, dont plusieurs enfants, et plus de 50 blessés graves. Les faits. Un homme au volant d'un camion fonce dans la foule sur la promenade des Anglais. Cette foule venue assister au feu d'artifice ce jour ne savait pas qu'elle prenait ainsi rendez-vous avec la mort. Le chauffeur a été identifié. Il s'agit de Mohamed Boulel, un Tunisien âgé de 31 ans qui a été abattu par la police. Son appartement a été perquisitionné. L'état d'urgence qui devait s'achever le 26 juillet a été prolongé de 3 mois.
En hommage aux victimes, un deuil national de 3 jours a aussi été décrété. Cet énième attentat vient aussi rallonger la longue liste d'attentats perpétrés récemment en France. Les plus sanglants sont ceux du 13 novembre 2015. 3 attentats revendiqués par l'État islamique font 130 morts et 414 blessés. Janvier 2015, l'attaque contre l'hypermarché Kasher. Et le 7 janvier 2015, l'attentat contre Charlie Hebdo.